Et voilà, c'est reparti pour le Café des libraires avec une nouvelle rencontre sous le titre des Insoumis et des Insoumises qui sera présentée par Claire Bitodo. Je vous dirai un petit mot de Claire dans un instant. Et nous avons sur le plateau Tom Crew qui est là, de mon côté, qui vient pour La Vie nouvelle aux éditions Christian Bourgois, traduit par Étienne Gomez. Tom est né en Angleterre en 1989, est critique littéraire, il est titulaire d'un doctorat en histoire. Il y a déjà un livre qui est paru en français, c'est La Vie nouvelle, que nous avons ici aux éditions Christian Bourgois, traduit par Étienne Gomez, et c'est celui dont on va parler dans quelques minutes. Il y a aussi Lorraine Groff, que vous aviez peut-être, pour les personnes qui étaient là à la soirée d'inauguration, déjà entendu, qui a fait un très beau discours. Pour Matrix, aux éditions de l'Olivier, traduit par Karine Chichereau. Lorraine est autrice de plusieurs livres déjà traduits et publiés en français, Les monstres de Templeton, Arcadia, Les Furies, qui a été un livre qui a déjà assez marqué. Et puis, il y a celui qui vient de paraître là, Matrix, dont on va parler aujourd'hui, toujours aux éditions d'Olivier. Et puis enfin, Maggie Shipstead, qui est californienne, qui est née en Californie et qui est diplômée de Harvard en littérature américaine. Le premier roman, c'était Plan de table, qui a eu le prix de la fiction, première fiction décernée par le Los Angeles Times en 2013. Depuis, il y en a eu d'autres, et il y a ce livre-là dont on va parler, Le Grand Cercle, qui est sorti aux éditions des Presses de la Cité, et je cherche le nom du traducteur et de la traductrice, c'est Caroline Bouet, dont on va parler donc aujourd'hui. Et puis un petit mot de notre libraire qui va présenter les livres, c'est Anne-Claire Bitodo, que vous connaissez peut-être à Vincennes, puisque tu viens de la librairie 1000 pages à Vincennes, que tu es chargé de plusieurs rayons, notamment les romans historiques, mais que tu lis beaucoup de littérature anglo-saxonne, parfois en langue originale, paraît-il, et parce que tu as la chance de parler la langue, et que tu as aussi une activité de chroniqueuse, puisque tu écris de nombreux articles pour le site de 1000 pages qu'on peut lire donc régulièrement. Et voilà, à toi de jouer. Donc tu vas faire un petit tour d'horizon de ces 3 ouvrages. Merci Pascal, merci à toutes et à tous d'être ici avec nous cet après-midi. Merci aux 3 auteurs et autrices. Et puis les interprêtres. Et vos interprètes, excusez-moi. Bien sûr. Je vais dire Audrey pour Tom. Audrey Killer, pardon. Adèle Belkadi Chichereau. Non, c'est Karine Chichereau. Karine Chichereau. Je me disais, il y a un air de famille. Oui. Il y a un lien. Donc c'est Karine, donc c'est la traductrice du livre aussi. Je n'avais pas remarqué, mais merci beaucoup d'être là. Et puis Valérie Merle pour Maggie. Voilà, j'ai fait tout mon travail. Merci à toutes les 3. Alors, à travers vos livres respectifs, on plonge dans les parcours de personnages qui, chacun à leur manière, défient les normes de leur époque. De l'Angleterre victorienne aux États-Unis de la première moitié du XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge, vous nous livrez 3 récits qui montrent des hommes et des femmes qui s'affranchissent des diktats sociaux, sexuels et de genre, et qui sont en quête d'une forme de liberté personnelle. Maggie Shipstead, ma première question s'adresse à vous, si vous le voulez bien. Votre livre raconte 2 histoires. La première, c'est celle de la vie de Marianne Graves, qui est née au début du XXe siècle aux États-Unis et qui deviendra une grande aviatrice avant de disparaître en mer dans les années 50, alors qu'elle tente de faire un tour du monde latitudinal. Sa vie est semée d'aventures et d'obstacles. Elle survit alors qu'elle n'a que quelques mois au naufrage d'un navire. Elle passe pour un garçon pendant une bonne partie de son adolescence. Elle échappe à un mariage abusif avec un truand. Elle joue un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe. Parallèlement à cela, vous mettez en scène Hadley Baxter, une actrice hollywoodienne, une sorte de Kristen Stewart un petit peu, qui s'apprête à incarner Marianne dans un biopic et dont la vie intime est très compliquée et très exposée. Ce sont 2 femmes, ce sont 2 époques différentes, mais un même but,
conquérir leur liberté dans un monde machiste. Est-ce que vous avez pensé ces deux personnages dès le début de votre projet d'écriture en même temps? I started with the character of Marion. All I knew when I started writing this novel in 2014 was that I was writing about a female pilot who would disappear while trying to fly around the world north-south. And I thought this would be sort of something simple I would sort of toss off in a few months. But pretty quickly, as I was writing, one day I sat down at my desk and I just wrote in the first person a chapter from the point of view of this film star. And to me, it felt like the necessary piece that had been missing from the book, partly because it was a new lens on Marion, the pilot, and partly just from a tonal perspective. It was sort of this, like an acid that could kind of cut through the historical fiction. Alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé avec Marianne et tout ce que je savais au départ quand j'ai commencé à écrire en 2014, c'était que j'allais parler d'une femme pilote qui allait disparaître au cours d'un voyage où elle fait le tour de la Terre en passant du nord au sud. Donc ça, c'était très simple. Je me suis dit, bon, très bien, pas compliqué. Et puis j'ai travaillé là-dessus pendant quelques mois. Et puis, un jour, assez rapidement, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à écrire à la première personne, comme si j'étais une star de cinéma. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était ce qui me manquait en fait dans mon histoire, que c'était un nouveau prisme pour pouvoir parler de Marianne, de la pilote, que c'était une sorte de révélateur qui allait me permettre de mieux parler de mon personnage et de passer, avoir une histoire où on suivrait mieux la fiction historique grâce à elle. But really, the central challenge of the book, or one of them, was bringing the two stories together in a way that felt meaningful and resonant. And it was difficult because Marion was someone who had a profound burning desire to be a pilot and to see as much of the world as possible. And so she sort of contorts her life in service of that, whereas Hadley, the actress, doesn't quite know how she wants to live. And so one thing I was thinking about was that there's no way to be a woman in a way that pleases everybody. And this is sort of a conundrum these two women are coping with in different ways. Et en fait, oui, le plus difficile, c'était de rassembler les deux histoires de façon à ce qu'elles résonnent toutes les deux, qu'elles aient un sens toutes les deux. Pour Marianne, le plus difficile, c'est qu'elle veut être pilote, donc elle organise et elle veut voir le monde. Donc elle organise toute sa vie autour de ces deux objectifs. Alors qu'à l'inverse, Hadley, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut de la vie, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer par là, c'était qu'en fait, il n'y a pas un moyen d'être une femme qui plaise à tout le monde, en fait. Et donc, même si leurs vies elles sont différentes, finalement, elles se retrouvent confrontées aux mêmes problèmes. Le risque de se brûler les ailes en s'affranchissant des dictates est très présent pour Marianne, qui deviendra donc aviatrice, qui échappera à ce mari violent, qui vivra sous une fausse identité, qui volera parfois trop haut, trop loin ou trop longtemps. Est-ce que vous pensez que la quête de liberté personnelle est inévitablement liée à des sacrifices ou à des souffrances? Yeah, I think Marion, I almost had to sort of create this character in reverse because I knew she wanted to be a pilot and she would disappear in 1950. And so then I had to say, well, what kind of life would she have that leads up to being able to do that? And so she was sort of inevitably going to live outside the norms of society. And, you know, she's committed to leading an unorthodox life, to not having a marriage or children, a domestic life. And that seems like it should be one simple choice, just no, but it's a choice she has to make over and over again and defend imperfectly. And so I think given the circumstances of her life, huge sacrifices are demanded from her.
but also those are sort of external forces that she just sees as obstacles to be overcome. En fait, oui, parce que moi, par exemple, mon personnage de Marianne, d'une certaine manière, il a fallu que je le crée à l'envers. C'est-à-dire que je savais que c'était une femme qui était pilote dans les années 50, mais il a fallu que je me pose la question de savoir quel genre de vie elle pouvait avoir pour pouvoir réussir à faire ça, pour pouvoir réussir à s'affranchir des normes de la société dans laquelle elle vivait. Donc ça, c'est sûr que pour elle, c'est un énorme engagement et elle sait déjà qu'elle ne veut pas se marier, qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, qu'elle va vivre de manière pas orthodoxe. Mais même si ça semble simple en fait au départ, c'est quand même des choix et des décisions qu'elle doit prendre en permanence. À chaque fois, il faut qu'elle prenne une décision face à un obstacle. Parce que, bien entendu, pour pouvoir faire ce qu'elle a fait, dans les circonstances dans lesquelles elle était, il a fallu qu'elle fasse des sacrifices énormes. C'est-à-dire qu'il y avait des forces extérieures qui s'exerçaient sur elle, mais à chaque fois, elle les voit comme un obstacle supplémentaire à franchir. Merci. Les sacrifices et les souffrances sont aussi le lot de vos deux personnages, Tom Crew. Votre livre, c'est l'histoire de Henry Ellis, un jeune homme marié à Edith, qui sont tous les deux membres d'un mouvement de libres penseurs qui s'appelle La Vie Nouvelle. De son côté, John Addington, un médecin d'une 50aine d'années, marié avec 3 filles, marié et qui a 3 filles, dans l'Angleterre victorienne, se joint à Henry pour entreprendre un projet d'écriture. C'est une étude historique sur l'inversion sexuelle, comme on l'appelait à l'époque. Henry s'intéresse au sujet parce que sa femme est lesbienne, tandis que John, qui est homosexuel, débute, lui, une relation avec un homme plus jeune nommé Frank. Dans l'Angleterre victorienne, la loi prévoit une peine de 2 ans d'emprisonnement pour les hommes coupables d'actes homosexuels, qu'ils soient publics ou privés. Et une partie de l'intrigue se déroule d'ailleurs dans le contexte du procès d'Oscar Wilde. Votre roman, il aborde notamment le prix que l'on est prêt ou non à payer pour vivre sa vie librement. Et vos personnages défient les normes strictes de l'Angleterre victorienne. Vous vous êtes inspiré de 2 hommes qui ont vraiment existé. Est-ce que vous avez eu d'autres sources d'inspiration pour construire leur insoumission à eux face à une société anglaise très répressive ? Well, I wanted to find a way of, when we think about the issue of homosexuality, being gay in 19th century Britain, we think inevitably of the figure of Oscar Wilde. And one of the things I wanted to do with my novel was to try and see what we can see if Oscar Wilde is pushed out of the picture. What do we see if we don't see this great tragedy, this great martyrdom? And I wanted to see the gay rights movement that actually did exist at the time, that his downfall helped overturn. So that was my way into the subject. Lorsqu'on réfléchit à la question de l'homosexualité ou de la question gay dans l'Angleterre ou la Grande-Bretagne du XIXe siècle, on pense inévitablement à Oscar Wilde, l'écrivain britannique, le dandy, et à son fameux procès. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de déterminer ce qui se serait passé si on peut extraire Oscar Wilde de l'équation. Si on s'abstrait de cette tragédie, de ce martyr finalement qu'était Oscar Wilde, qu'est-ce qui se serait passé concernant le mouvement gay qui existait déjà à l'époque? Est-ce que le procès a enrayé le progrès? Est-ce que le progrès se serait fait s'il n'y avait pas eu cette tragédie? Et vos 2 personnages ont vraiment existé. Il y a vraiment eu un Henry Ellis, il y a eu un John Addington. Vous prenez quelques libertés avec la réalité, mais cependant, c'est eux votre principale source d'inspiration.
Est-ce que, à côté de ça, vous êtes... est-ce que d'autres personnages vous auraient inspiré à construire ces figures, pas de rébellion, mais en tout cas de... comment on fait ça? Oui, de rébellion face à une société anglaise. Yes, they definitely are rebels. They're definitely in rebellion against their time. And I hope the whole book is full of characters who are wrestling with what it means to be ahead of your time, living in advance of your society's ideas, but fundamentally trapped in your time. That's the kind of the mundane tragedy of this situation. If you are ahead of your time, you can only go so far before you are pulled back by the moment you are living in. Maybe you should say that first. Effectivement, je revendique la qualification de rebelles. Ils étaient en rébellion par rapport à leur époque. Et dans mon livre, il y a énormément de personnages qui sont, entre guillemets, à l'avant-garde en termes d'idées par rapport à la société de l'époque. Ils se trouvent piégés. C'est une véritable tragédie au quotidien, parce que si on est trop en avance sur son temps, il y a forcément des limites au progrès qu'on peut imprimer. The novel is, the two main characters do have real-life inspirations. Two such men did exist, and they did write a book about homosexuality in the 1890s. But I invented a lot around them, so most of the other characters are invented, and in a way they exist in an alternative timeline, because unfortunately for me, one of these men died before the Oscar Wilde trial, which was very unhelpful for my purposes. And what I really wanted to do was dramatize this moment of transformation when the optimism and excitement of this early gay rights movement collided with the Oscar Wilde trial, which completely changed the mood and possibly set back the cause of gay rights by 70 years, because it took another 70 years to overturn the law which Oscar Wilde was sentenced under. So in order to have that dramatic moment, to show people what that might have felt like to live through, I needed to depart from the facts. And I felt comfortable doing that because I think it serves I feel comfortable doing that anyway as a novelist, but I also think it does serve a historical purpose because it helps us consider how that society operated, what might have, if a few individual decisions had changed, what might have unfolded. So it actually offers a useful way of looking at the fundamental historical conditions and the way they acted on individuals. Sorry, that was quite long. Alors effectivement, mes deux personnages principaux s'inspirent de deux hommes qui ont véritablement existé et qui ont effectivement rédigé un ouvrage sur l'homosexualité dans les années 1890. À l'époque, on appelait ça l'inversion sexuelle. Mais bien entendu, j'ai étoffé le personnage de départ. Et il faut bien comprendre que les autres personnages qui les entourent sont principalement inventés. Et c'est comme s'ils faisaient partie d'une ligne temporelle alternative. Et l'un des personnages, l'homme dont il est inspiré en réalité, il se fait qu'il est décédé avant l'ouverture du procès de Oscar Wilde, ce qui n'arrangeait pas mes affaires. Et donc c'était une époque de l'histoire que je souhaitais raconter dans mon roman, parce que c'était un moment de transformation extrêmement intense. Il y avait un mouvement gay qui existait déjà, qui prenait de l'ampleur et qui a été véritablement enrayé par le procès d'Oscar Wilde. Et ça lui a fait prendre un retard de quelques 70 ans. Il a fallu 70 ans supplémentaires pour que la loi qui a permis de condamner Oscar Wilde, pour que cette loi puisse être mise au rebut. Et donc moi, je voulais
explorer ce moment de transformation et pour cela, il fallait que je m'éloigne de la réalité historique. Ça ne me pose pas de problème parce que je suis romancier et je pense qu'au contraire, ça a bénéficié à l'histoire. J'ai pu raconter l'histoire avec un grand H en racontant l'histoire avec un petit H parce que ça m'a permis de montrer de quelle façon les décisions prises par quelques individus peuvent avoir un impact sur la société et l'évolution de la société tout entière. Vos personnages ils sont présentés comme des figures de progrès et de liberté, mais cette vision elle peut être biaisée, je trouve, par notre regard contemporain. Comment est-ce que vous avez fait pour éviter l'anachronisme dans la représentation des personnages qui semblent vouloir faire avancer la société de leur temps, alors que cette intention elle n'était peut-être pas aussi clairement formulée à leur époque? I wanted to surprise readers. I wanted them to feel that this was an unfamiliar Victorian England. It starts in a very hot summer, which is not what people expect. They don't expect blazing sunshine in Victorian London. So that was a simple way of just trying to push people into a new sense of what was happening. Would you like to do that? Moi, je voulais tout d'abord surprendre le lecteur. Je voulais le plonger effectivement dans l'Angleterre victorienne, mais contrairement au temps auquel on peut s'attendre à Londres, je les ai plongés dès le début dans un été extrêmement chaud, ce qui est assez inattendu pour Londres. And more particularly, I wanted to show that these characters are, as you say, they're pushing the boundaries of their own time, so that inevitably engages our sympathies, but it allows the novelist at the same time to create tension where we might feel ourselves instinctively drawn to these people, but then be pulled up short by some key differences. And I suppose probably the biggest thing for me was having this gay man living in the closet in the 1890s, wanting to change the law. Obviously, I hope a modern reader would feel sympathetic with this man. But the challenge for me was to prevent readers too easily identifying with this figure, because in a way that fails to convey the effect of this repressive society. And one of those effects might be that it makes a good man a bad man, that it constricts people's personalities, it warps their choices. And so I wanted readers to feel that actually maybe this character was not so sympathetic, and maybe you think maybe you should just stay in the closet. Yeah. Dans ce roman, je voulais mettre en exergue des personnages qui s'attachent à dépasser les limites de leur époque. Et on peut tout à fait compatir à leur situation. Mais je voulais également créer une certaine tension, parce que le combat d'un homme homosexuel qui veut s'affirmer, qui veut vivre son homosexualité en toute liberté, c'est un combat pour lequel nous, lecteurs modernes, on a énormément de sympathie. Mais je ne voulais pas que les lecteurs s'abandonnent entièrement à cette compassion, et c'est pour ça que j'ai créé des obstacles et des différences assez flagrantes. Donc vous avez un homme homosexuel qui est dans le placard dans les années 1890 et qui veut changer la loi, le cadre législatif. Donc on a une compassion pour lui, mais je ne voulais pas que le lecteur puisse par trop s'identifier à ce personnage, pour justement illustrer ce refoulement qui est inévitable lorsqu'un homme tel que lui vit dans une société aussi réprimée, aussi refoulée qu'à l'époque. Et je voulais montrer que c'est à cause de la société, de l'environnement sociétal, qu'un homme, bien sous tout rapport, un homme bon, est empêché de le rester. Parce qu'il ne peut pas exprimer sa personnalité, il ne peut pas faire les choix qui lui correspondent, et on s'aperçoit qu'à cause de la société qui l'entoure et de ce refoulement omniprésent, cet homme, il n'est pas si gentil que ça, et peut-être qu'il ferait mieux de rester dans son placard. Lauren Groff, je vais passer à vous maintenant, parce que votre personnage principal, lui, il est plus qu'inspiré par une femme qui a existé. Vous mettez en effet en scène Marie de France,
la première femme de lettres à écrire en français au XIIe siècle, mais dont on ne sait en fait encore aujourd'hui pas grand-chose finalement. Les théories sont nombreuses. Vous décidez d'en choisir une. Vous décidez de raconter une vie qui aurait pu être la sienne. Vous la situez, vous, dans une abbaye en Angleterre, après qu'il y a été envoyé en exil par Aliénor d'Aquitaine. On peut être surpris de voir un roman américain mettre en scène une figure historique et littéraire française. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Marie de France ? Absolutely, and I have to speak only a couple of sentences at a time because Karine's going to almost immediately translate them. So, go ahead. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette rencontre et je vais parler brièvement pour laisser Karine traduire rapidement ce que je viens de dire. So I spent 9 months in Nantes when I was 17 years old, and it was a foundational experience in my life. Donc, quand j'avais 17 ans, j'ai passé 9 mois à Nantes, où donc j'ai vécu, et ça a été pour moi une expérience absolument fondatrice. Partially because I had graduated from high school and they put me into a class of le seconde in lycée Jules Verne. Un des problèmes, c'était que moi, j'avais passé donc l'équivalent du bac et que quand je suis arrivée en France, au lycée Jules Verne, on m'a mise en classe de seconde. So instead of going to class, I skipped, and I would go to these bookstores that were, I think it was 5 francs at the time, where you could buy a cheap paperback, and then I would go buy like a baguette from Monoprix and sit in the park and read and eat. Donc en fait, moi, je n'allais pas en cours, je séchais, et j'allais dans une petite librairie où on pouvait acheter des livres à l'époque pour 5 francs. J'allais m'acheter une baguette à Monoprix et j'allais lire dans un parc. And it's one of the books that I purchased among many, many books of extraordinary French literature were the Les Marie de France. Et parmi les livres extraordinaires de littérature française que j'ai lus à l'époque, il y avait les Laits de Marie de France. So I didn't realize until actually yesterday when I was talking to a bunch of 3 different schools, kids from 3 different schools, that Marie de France actually doesn't form a foundational text. The Lay of Marie de France is not a foundational text here in France for people. Donc c'est seulement hier, en parlant à des lycéens, que j'ai compris que les Laits de Marie de France, en fait, ça ne fait pas partie des textes fondateurs de la littérature française. That blew me away, right? Because she is the first female poet in the French language. Also, the Lays are just bonkers amazing, right? There's a gay werewolf. There's an enchanted ship. There's like lots of sex and romance and just an extraordinary vision of the world of her time. Et pourtant, il y a vraiment des choses incroyables dans ces laits. Il y a des loups-garous, il y a beaucoup de sexe, il y a... An enchanted ship, un bateau. Ah oui, un bateau enchanté. Et donc, je ne comprends pas que ça ne marche pas plus. Anyway, so I carried this book in my heart for many decades. Well, I'm not going to tell you how many. Donc j'ai porté ce livre en mon sein pendant des décennies, mais je ne vous dirai pas combien. But I actually at one point did write a whole novel. It was very po-faced and serious about Marie de France. Donc en fait, j'étais vraiment très très inspirée par Marie de France. Et j'ai écrit tout un livre autre de Matrix de Marie de France, mais ça n'a pas marché. Mais okay, sorry. And then I was actually in the middle of writing the next book that'll be out in France in January called Les Terres Indomptées. And I was at Harvard and I had a fellowship and I was listening to my friend who's a medieval scholar give this lecture on medieval liturgy. Donc en fait, j'étais à Harvard et j'étais en train d'écrire en fait le livre qui va sortir en janvier. Donc ce sera Les Terres Indomptées aux éditions de l'Olivier. Et puis j'avais une bourse pour être là-bas et j'ai retrouvé une amie qui est une spécialiste de littérature médiévale. And as she was speaking, she was pregnant at the time, about 9 months pregnant, so like radiant. And she loved these nuns so much that I was sitting in the audience and I felt her love of them enter me.
En fait, cette amie, elle était enceinte jusqu'aux yeux de 9 mois, jusque-là, et elle faisait donc une conférence à laquelle j'ai assisté, où elle parlait des nonnes, donc les religieuses. Et elle était tellement, tellement passionnée par ces nonnes que ça a fini par entrer vraiment au plus profond de moi. And I remembered Marie de France. Et là, je me suis souvenue de Marie de France. And the beautiful thing about Marie de France is, as you said, we don't know anything about her. We know that her name was Marie and she was from France. Et en fait, ce qui est génial avec Marie de France, c'est qu'en fait, on sait seulement 2 choses. Elle s'appelle Marie et elle est de France. So I could construct an entire human being pulled out of her own lay and create someone who was speaking about the urgencies of the now, but set in the 12th century. Et donc, en fait, ce qui était super, c'est que j'ai pu créer une protagoniste complètement inventée avec tout ce qui me passait par la tête. Une personnage construite de ses laits propres qui parlait aux urgences d'aujourd'hui, mais qui était dans le XIIe siècle. And that's it. Si ça peut vous rassurer, alors je ne sais pas à quel lycéen vous avez parlé, mais moi je vois des lycéens à qui les profs demandent encore de lire les laits de Marie de France. Peut-être pas ceux avec qui vous avez parlé, mais c'est toujours étudié. C'est quand même une autrice quand même toujours très, très importante pour nous. Mais alors, finalement, pourquoi est-ce que vous avez... on sait tellement peu de choses sur Marie de France, à part ces 2 éléments dont vous me parliez. Pourquoi malgré tout partir de son point de départ à elle pour créer en fait toute une fiction? Est-ce que vous n'auriez pas pu tout simplement inventer un personnage d'une abbesse en Angleterre et faire vraiment ce que vous voulez? Pourquoi malgré tout c'est Marie de France le point de départ de votre œuvre? It's because in the lay I saw something of a revolutionary. En fait, je vois dans les laits quelque chose de révolutionnaire. So, and perhaps it's me projecting into them, but I saw like a very strong feminist in these stories. Alors peut-être que c'est moi, mais je lis vraiment dans ces laits quelque chose de très féministe. And this goes against everything that we have seen in the culture about the Middle Ages. Et bien sûr, ça va complètement à contre-courant de tout ce qu'on nous a enseigné à propos de la culture médiévale. At least in the films and books in the United States, or in England, with Monty Python, right? Everything is very flat, dirty, ugly, and people die young. En fait, dans tous les livres et les films qui parlent du Moyen-Âge, ce qu'on a donc aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, avec les Monty Python notamment, tout est sale, plat et assez répugnant. And what our jobs are, right, as historical fiction people, is to sort of blow air into superficial understandings of the past and make them seem complicated and different and have them rub up against today. En fait, nous qui écrivons des fictions historiques, notre boulot consiste à souffler sur toute cette espèce de surface qu'on nous a mise dans la tête pour essayer de redonner vie à ce passé, de le réinventer et de le mettre en friction avec le présent. So what I saw in Marie de France of 1,000 years ago was the ability to talk about today without having to talk about Donald Trump or cell phones or things that I hate. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'était l'occasion de parler d'aujourd'hui, mais sans avoir à faire de référence à Donald Trump et à des choses comme ça qui sont vraiment désagréables. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'insoumission de Marie de France, est-ce que selon vous, elle prend racine dans sa spiritualité, dans son rapport à Dieu, ou est-ce que vous diriez qu'elle est avant tout motivée par un désir de contrôle et de pouvoir, parce qu'elle va quand même prendre la tête de cette abbaye, elle va en faire quelque chose d'inespéré, elle arrive, elle a 17 ans. Mais oui, où est-ce que vous pensez qu'elle puise l'origine de son insoumission à elle? That's such a complicated question, and I tried to keep it complicated in the book, right? It's not a simple answer because I think we often simplify people's motives in the past.
Oui, ça c'est une question en fait très compliquée. Moi, j'ai voulu garder toute cette complexité parce que je pense qu'on a tendance à beaucoup trop simplifier, surtout quand il s'agit du passé. The image is that women would go into these abbeys because they're so profoundly religious, and that was absolutely the case for some of them. En fait, on a l'image de ces femmes qui vont entrer dans ces abbayes parce qu'elles ont une foi profonde. Et c'est vrai, il y en avait des comme ça. But others were put there because they were prisoners of war. Others were put there because they didn't want to be married or they couldn't be married because they were not marriageable. Others were put there because they hated men, right? The idea of being married to a man made them want to die. Donc en fait, parmi celles qui avaient d'autres motivations, il y en avait qui étaient des prisonnières de guerre, tout simplement, d'autres qui ne voulaient pas se marier ou n'étaient pas, entre guillemets, mariables, et puis il y en avait aussi qui détestaient les hommes, c'est tout. So, for my Marie, she has a very peculiar religiosity that is not the religiosity of her time, but she grows a new one over her skin, like a second skin. And it has to do with the women that she loves so profoundly, right? So instead of seeing God as a bearded man in the sky, she sees God in all of the people around her. Donc en fait, Marie, sa foi, elle, n'est pas la même que celle des autres quand elle arrive. Et puis, petit à petit, il y a autre chose, une autre foi en fait, qui va grandir en elle, et notamment parce qu'elle est inspirée par une femme qu'elle aime profondément. All the women that she loves profoundly. Par toutes les femmes qu'elle aime profondément. So I think in her it's mixed, right? It is she believes herself to be better than everyone, and so she takes power into herself. She's resisting the masculinity of the world, the patriarchal system of the world, and that unfortunately seeps into her and the way that she deals with people. Oh, sorry, that was so fast. Donc en fait, elle est. No, sorry. Vous avez tous compris, de toute façon. Okay, allez. Non, je plaisante. Vous voulez traduire? Non, elle a oublié. C'est ça le problème. Mais on a tous oublié ce qui vient de se passer. Oui, moi aussi j'ai oublié. Okay, n'importe. Okay. So anyway, so all of this, everything that happens in her is incredibly mixed and incredibly layered. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en elle. Okay, that's all I wanted to say. J'allais vous poser peut-être la même question que j'ai posée à Tom Cruise sur la question de l'anachronisme. Comment, quand on écrit un roman historique, en l'occurrence, est-ce qu'il n'est pas très difficile de se retenir de projeter en fait nos biais contemporains et de se dire voilà, moi j'imagine que mon personnage va envoyer balader absolument tous les dictates patriarcaux, entre autres dictates de genre. Ce qui pourrait être une solution de facilité, mais à la fin, on risque l'anachronisme, je trouve, parce qu'en fait, une femme qui vit au XIIe siècle, en France ou en Angleterre, n'a évidemment pas les biais que nous aurons 10 siècles plus tard. Comment vous avez réussi à gérer ça, ce risque de l'anachronisme? Oh no, it's true, and I have anachronisms in the book. Go ahead. Non, en fait, j'ai des anachronismes dans le livre. That really makes some historians very angry. Et ça a rendu certains historiens terriblement en colère. But the truth is, so Henry James, the great American writer, hated historical fiction. En fait, Henry James, le très grand écrivain américain, qui lui détestait les romans historiques, He wrote a letter to Sarah Orne Jewett, who wrote The County of Pointed Firs. Never mind. Il a écrit une lettre à Sarah Orne Jewett, qui a écrit The County of Pointed Firs. And he told her that historical fiction is horrific because you cannot possibly get into the mindset of the people of the age. En fait, il disait que c'était terrifiant, le roman historique, parce qu'on ne peut pas se mettre dans la tête des personnages d'une autre époque. So it's not even worth doing. Donc, en fait, ça ne vaut pas le coup d'essayer. But I think that that's ridiculous. Moi, je trouve ça ridicule. Because, right, there's no such thing as an ahistorical novel. Parce qu'en fait, ça n'existe pas les romans anhistoriques. Every book is written from the time it is written, even if you're writing about the far distant past or into the future.
Parce que chaque roman est ancré dans une réalité historique, même s'il est dans cette réalité historique, même s'il est très très loin de nous. So it's always going to talk about today, no matter what you're writing about. Donc ça parlera toujours de notre vie contemporaine, quel que soit ce que vous écrivez. That said, I didn't want to make people angry, unfortunately, I did. I actually, almost everything that I put in this book, I took from the historical record, believe it or not. En fait, je voulais absolument pas mettre les gens en colère et croyez-moi, j'ai vraiment fait des recherches et j'ai vraiment essayé d'être au plus près de la réalité historique. But the truth is, the world of the medieval people was so different from our own. Their reality was so different from our own that it still does feel a little bit anachronistic, no matter, even if I was telling the truth. En fait, leur monde était tellement différent du nôtre que quoi que je fasse, de toute façon, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'anachronique. So that's your answer. Voilà ma réponse. Maggie Shipstead, vous avez peut-être un avis sur la question, sur votre rapport au roman historique. Le vôtre se situe dans la toute première moitié, pour une grande partie du livre en tout cas, celle qui concerne Marianne. Vous la situez entre 1915 sur une cinquantaine d'années. Quel rapport vous avez avec l'écriture du roman historique, le risque de l'anachronisme, la réécriture éventuellement à travers un spectre biaisé de nos yeux de contemporains? Yeah, I think it's always a balance. And my book is full of technical details and historical details that are within living memory. And so I tried to get those right as often as possible. Oui, en fait, je pense que c'est toujours un équilibre parce que dans mon livre, il y a beaucoup de détails techniques et beaucoup de détails historiques que des gens encore vivants connaissent. Donc j'ai essayé autant que possible de ne pas me tromper. If for no other reason than to stop people from getting mad at me and sending me emails. Et tout simplement pour éviter que les gens se mettent en colère et m'envoient des emails. But I do think it's possible to err in the other direction as well and assume that people didn't have the same humanity we do. Mais je pense aussi que c'est possible de faire l'erreur inverse et d'oublier que les gens avaient une humanité qui est plus ou moins la même que la nôtre. For example, when I was in high school, I studied classical Latin. And so reading the Aeneid in the original Latin, there are all these recognizable emotions. Like the Queen Dido is fantasizing about almost literally the pitter-patter of little feet, like children's feet, because she wants to have a baby with Aeneas. And it was almost in the same words as are familiar to us 2,000 years ago. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, j'ai étudié le latin. Et en lisant l'Énéide en latin directement, en fait, on retrouve des émotions qui ressemblent énormément à celles d'aujourd'hui, comme par exemple la reine, quand elle imagine le bruit des pas d'un enfant, parce qu'elle rêve d'avoir un enfant avec Énéas. À ce moment-là, c'est exprimé pratiquement exactement comme on le ferait, avec les mêmes mots que ce que l'on ferait aujourd'hui. And there's a figure in Great Circle who's a tangential to the novel, but is a Native American who's born a woman and then lives most of their life as a man. And this person was real and appears in the historical record. Western explorers encountered him, and he was a translator between various Native American dialects and European languages. And that was something I included in the book, partly because I found it so interesting that it's such a modern idea, and preoccupation has actually been around longer than history. So I guess altogether, I tried to balance the sort of emotional truth and historical accuracy, but there are always trade-offs. Il y a également un personnage dans Le Grand Cercle qui est un personnage un peu accessoire. C'est une femme qui est amérindienne. Elle est née femme, mais en fait, elle vit la plupart de sa vie comme un homme. Et en fait, c'est une personne qui a existé en réalité. Il y a des explorateurs qui l'ont rencontrée. Elle a
elle a été traductrice, elle traduisait entre les langues amérindiennes et les langues européennes. Et en fait, j'ai décidé de la mettre dans le livre parce que j'étais quand même assez étonnée que quelqu'un comme ça ait existé, quelqu'un qui avait un mode de vie et des idées aussi modernes que ça me semblait très intéressant à mettre. Et donc, en fait, pour répondre à la question, je pense qu'en fait, il y a toujours un équilibre à trouver entre la vérité des émotions et puis l'exactitude historique, ce qui fait qu'en fait, il y a des choix à faire. Pascal, j'ai une dernière petite question pour nos 3 auteurs. On a C'est le temps, on a parfait, commencé c'est en retard parfait. en plus. Donc, c'est bon. J'ai une question pour vous 3, donc, qui est, accrochez-vous, en tant qu'écrivaine et qu'écrivain, quel rôle pensez-vous que la littérature joue dans la redéfinition des frontières et la remise en question des normes sociales ? En une phrase. Ouais, en 3 mots même. Go ahead. Man's fast. Tom. I think literature is all about possibility. It's all about testing the bounds of possibility in human relationships, in societal relationships, and seeing how far the line can go before there is some reaction. And the reaction is normally the reaction, the friction, the tension that creates drama. And if we think about literature in those terms, then it is always a vehicle potentially for analyzing what is new and what can change and what forces might be needed to make that change. So yes, literature, by teaching us possibility, the limits of possibility now and in the past, can always encourage us to think about the future. Qui dit mieux? On va écouter en français. Oui, pardon. Moi, je pense que la littérature, c'est principalement une question de possibilité. Ça permet de mettre à l'épreuve les limites qui existent dans les relations interpersonnelles entre êtres humains, mais également au sein de la société. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller lorsqu'il y a une friction, parce que toute friction entraîne une réaction, et c'est cette tension-là qui crée l'intrigue et qui crée l'histoire. Et je pense que la littérature, c'est un vecteur d'analyse de tout ce qui est nouveauté, de tout ce qui est changement, et notamment analyse des forces qui entraînent ces changements. Voilà, donc pour résumer, la littérature, pour moi, c'est une question de possibilités, ça traite des limites de ces possibilités, et lorsqu'on analyse le présent et le passé, ça permet d'envisager l'avenir. Il faut faire aussi bien. Well, I think the sort of the medium and the magic of fiction, as it is metabolized by readers, is empathy. It requires empathy of the reader and the writer, and I think empathy is the way we learn from the past, and it's a way of imagining the future as well. So I think, at the very least, literature and the act of reading can foster empathy in people that allows us to sort of imagine progress and to have more compassion for other people and think about the way we live as a society through that lens. Oui, je pense que le média, le moyen qu'est la fiction et la magie de la fiction, ça crée chez le lecteur une forme d'empathie. Et puis l'auteur, il est là aussi pour créer cette empathie. Et je crois que c'est comme ça qu'on apprend du passé, et c'est aussi un moyen pour nous d'imaginer l'avenir. Donc la littérature, le fait de lire, ça crée de l'empathie, et je pense que ça permet d'imaginer également le progrès qui pourrait être fait, ça permet d'avoir plus de compassion pour les personnes. Et donc, je pense que oui, effectivement, d'une certaine manière, c'est une manière de réfléchir à la société dans laquelle nous vivons à travers ce prisme.
I could say 100,000 things, but I can't because we don't have time. Je pourrais dire 1000 choses, mais là, malheureusement, on n'a pas le temps. And I agree with both of these brilliant writers here. But I would say, just to add one tiny thing, is there's this American cultural critic named Saadia Hartman. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues, et je vais ajouter juste une toute petite chose. J'ai une collègue qui s'appelle... Pas moi, je n'ai pas la collègue, Saadia Hartman. Non, Sally Hartman. Yeah, she's a cultural critic. Ah, elle est critique culturelle. And what she does is she writes into the past through the archive to build lives that were not considered interesting enough to put into the historical record. Elle écrit en fait à propos de personnes qu'elle va retrouver dans les archives et dont on a cru bon de ne pas parler parce qu'elles n'étaient prétendument pas suffisamment intéressantes. And for her case, because she's a Black American, she writes Black bodies into the historical record when they were completely erased. En fait, elle essaye de mettre en avant, elle est elle-même noire, et elle essaye de mettre en avant le corps noir qui a été complètement effacé jusqu'à il y a peu. So all I want to say is we have the opportunity to take history, which is this beautiful layered thing, but has a lot of holes. En fait, ce que nous essayons de faire, c'est d'aller chercher dans l'histoire, parce que l'histoire est composée de multitudes de couches et qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à y trouver. And there are a lot of holes in it. Et il y a aussi beaucoup de trous trous dans l'histoire. And we can fill in those holes through fiction. Et grâce à la fiction, nous pouvons combler ces trous. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant de vous écouter. Je vais rappeler les titres des ouvrages et le nom des autrices. Maggie Shipstead, Le Grand Cercle aux éditions des Presses de la Cité, qui est traduit par Caroline Bouet. Merci beaucoup. Et qui a été interprété par Valérie Merle. Ensuite, nous avons eu Tom Crew, La vie nouvelle aux éditions Christian Bourgois, traduit par Étienne Gomez et interprété par Audrey Killer. Tout le monde a droit à des applaudissements. Et puis enfin, Lorraine Groff, Matrix aux éditions de l'Olivier, traduit et interprété par Karine Chichereau. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup à Claire Bitodo qui a été, je suppose, nourrie par ces romans historiques tout à fait contemporains. Merci beaucoup. À suivre.